On a entendu parler de la route de la soie. Et la question qui se pose, c'est quels sont les enjeux, les retours pour notre pays, pour notre jeunesse dans les années à venir. On est ici à la mer XXL. Qu'est-ce que la mer, effectivement, peut nous apporter? Surtout, comment on peut s'y prendre? C'est pour ça que je vais effectivement me centrer sur comment se mettre en ordre de bataille, sachant que la mer, je vais y revenir, c'est la survie de l'humanité. C'est le thème de cette exposition, et qu'on a effectivement face à ça des atouts qui, à mon avis, sont insuffisamment valorisés. Alors, je vous parlerai avec ma déformation professionnelle. J'ai été dans ma carrière amené à piloter des grands projets industriels pour lesquels on avait un client, un budget à respecter et une date de livraison de ces produits. Et je pense que dans le domaine de l'économie maritime, on est exactement dans cet enjeu et on l'oublie un peu. Alors, on théorise beaucoup, on parle d'idées, etc. Mais globalement, comment on s'y prend pour avoir des retours concrets pour notre population, pour nous Français, pour nous Européens, bien sûr en coopération avec tous nos amis internationaux et en particulier les amis chinois. Alors, je vais dire pourquoi il est urgent de se mettre en ordre de bataille. D'abord parce que, comme je viens de le dire, comment faire sans la mer? Comment imaginer, c'est le thème de qu'on puisse nourrir, soigner, donner du travail dans de bonnes conditions d'environnement et climatique aux bientôt 10 milliards d'êtres humains. Sans la mer, c'est impossible. J'espère que vous en êtes conscients. On est de plus en plus serré à terre. On a effectivement des problèmes de ressources minérales, alimentaires, santé, etc. Donc, la mer, c'est la condition de survie de l'humanité. Et c'est une condition de survie qui, en plus, génère un potentiel extrêmement important. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y a un rapport très intéressant de l'OCDE de 2016 qui disait finalement la mer, c'est le plus grand potentiel de développement économique mondial, doublement de l'économie entre 2016 et 2030, sachant qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'économie maritime, alors, il y a peut-être des chiffres un peu différents tout à l'heure, mais je reprends ceux de l'OCDE, 1500 milliards d'euros au niveau mondial, juste derrière l'ensemble de l'économie agroalimentaire, mais devant les télécoms, devant l'aéronautique. C'était des chiffres de 2010 qui ont certainement évolué depuis. Donc le potentiel est extrêmement important, et si on ne s'organise pas, comme le situation d'aujourd'hui, on n'arrivera pas à capter ce potentiel de développement. La preuve, c'est que depuis qu'on mesure l'économie maritime en France, c'est-à-dire depuis qu'a été créé ce qu'on appelle le cluster maritime, qui est l'ensemble des acteurs de l'économie maritime, qui est un des grands acteurs français qui rassemble toutes les associations, de la pêche aux banquiers en passant par l'industrie. On tangente autour de 70 à 80 milliards d'euros d'activité en France par an, autour de 300 à 350 000 emplois, et on ne croit pas, il n'y a pas de croissance depuis quelques années, malgré ce potentiel et malgré tous les discours politiques sur lesquels je vais revenir. Donc on n'est pas organisé pour effectivement capter cette croissance. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de la mer? Je pense que les stands ici résument bien, la planche suivante, résume bien ce dont on parle. C'est d'abord tout ce qui est lié à la qualité de vie des hommes, l'alimentation et la santé. Je ne vais pas y revenir, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. C'est des réserves d'eau inépuisables. On parle de problèmes d'eau, mais où y a-t-il de l'eau? Dans la mer. C'est aussi bien sûr le tourisme maritime, c'est aussi notre bien-être, hein, les vacances qui bien sûr démarrent en particulier dans ces régions proches de l'Atlantique. C'est aussi des ressources, la planche suivante s'il vous plaît, pour l'économie. Alors effectivement des ressources qui peuvent être contestées comme le pétrole qu'on extrait en mer ou le gaz de plus en plus profond. Donc c'est aujourd'hui 30% des ressources explorées avec des risques qu'il faut bien sûr mieux maîtriser et sans doute savoir s'en passer à un horizon de quelques dizaines d'années. C'est aussi des réserves considérables de métaux rares. On en a beaucoup parlé dans l'actualité. On commence à développer des technologies pour aller les chercher sous l'eau et la France a des atouts considérables dans le domaine. Il n'y en a pas qu'en Chine. C'est aussi l'énergie. On en a aussi parlé. Je ne vais pas y revenir. L'énergie, vous avez des photos d'énergie de captation de la houle, des énergies de la mer, des hydroliennes, des éoliennes. Bon, il y a des potentiels énormes et sans compter toutes les activités historiques de la mer, la construction navale, la pêche, le transport maritime, on en a aussi parlé tout à l'heure, 90% du commerce mondial, et aussi, ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est que 98% de nos communications Internet et téléphoniques passent par la mer. Hein. Quand on téléphone avec son portable, il y a 90 chances sur 100 que les liaisons passent par des câbles sous-marins. Qui sont effectivement dont il faut maîtriser. Donc ça couvre tout. Et pourquoi on parle de l'économie maritime dans sa globalité? C'est que la mer étant un milieu agressif, complexe, qui nécessite des recherches, on en a parlé tout à l'heure, qui nécessite une connaissance, qui nécessite aussi des dispositions juridiques. Et on ne peut traiter que globalement ces enjeux maritimes parce qu'ils sont tous interconnectés.
On ne peut pas traiter globalement, dans une stratégie maritime, un secteur indépendamment des autres. On voit bien la corrélation entre les pêcheurs et les énergies éoliennes en mer. On voit bien la nécessité de travailler ensemble pour avancer. Alors face à cette économie qui est très transverse, quels sont les atouts de la France? Je pense qu'on les connaissait aussi, mais je voudrais quand même les rappeler. Il y en a 3 principaux. Pour développer une stratégie, il faut d'abord avoir on appelle des assets, des investissements. Et là, c'est notre zone économique exclusive, la 2e en surface au monde. Alors, ce n'est qu'une zone, ce ne sont des ressources que si on les exploite. Pour l'instant, on a des territoires partout dans le monde, c'est ce qui est en bleu sur cette planche, mais vous êtes bien conscient que si on ne les exploite pas, l'appétit de concurrents viendront effectivement nous en prendre une possession pacifique, voire non pacifique, dans des avenirs futurs. Donc il faut les sauvegarder. Et je disais récemment à des élus que je rencontre souvent sur ces sujets-là, ne soyez pas comme vos prédécesseurs qui ont vendu la Louisiane pour une bouchée de pain à l'Amérique alors qu'il y avait plein de pétrole en dessous. Donc aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a dans ces zones-là, puisque, comme on le disait tout à l'heure, on connaît environ 5% des fonds marins, on connaît environ 10 à 15% des espèces maritimes. Donc il y a tout un tas de développements à faire. Donc n'abandonnons pas ces zones-là avant de savoir ce qu'il y a derrière. On en a aujourd'hui une maîtrise économique du fait du traité de Montego Bay qui a été signé il y a maintenant une petite vingtaine d'années. Donc on a une ressource, on a des atouts industriels et économiques, je disais 75 milliards d'euros, 300 000 emplois, avec des leaders mondiaux. CMA-CGM, un transporteur qui était cité tout à l'heure, Total dans le domaine du pétrole, mais qui est en train de s'orienter vers les énergies renouvelables électriques. On a des industriels, je pense à mon ancienne entreprise, DCNS, maintenant Naval Group, qui est le leader européen de la construction navale militaire, qui se développe sur les énergies renouvelables. On a des leaders mondiaux dans quasiment tous les secteurs, qui sont effectivement souvent des leaders relativement méconnus. Donc on a des atouts. Et on a aussi, parce que pour pouvoir se développer, il faut savoir se protéger. On est un des rares pays au monde, un des 3 ou 4 pays au monde qui a une marine océanique capable d'aller partout dans le monde. Alors, bien sûr, le chef d'état-major de la marine, que je rencontre souvent, dirait que sa marine est insuffisante, mais on est capable d'aller partout dans le monde, donc de montrer notre puissance, y compris en mer de Chine, comme on l'a vu encore récemment, avec effectivement quelques incidents qui ont été effectivement rapportés dans les médias. Donc on a tous les atouts. Alors comment on fait pour se développer? Alors, effectivement, on a beaucoup parlé des enjeux de la route de la soie et comment ça se termine en Europe et en France. On a beaucoup parlé des enjeux maritimes. Et comment on s'y prend, sachant que, vous pouvez pas seulement... Je passerai rapidement, c'est le détail des 75 milliards d'euros, chiffre du cluster maritime. Vous voyez qu'on a des atouts et des chiffres dans tous les domaines, et avec en particulier un secteur qui est en pointe, je pense à l'intervention tout à l'heure de la recherche maritime. On est en pointe avec tous les organismes de recherche, l'IFREMER et tous les acteurs qui interviennent. On est en pointe dans beaucoup de secteurs, donc ce sont tous des domaines à sauvegarder, sur lesquels il faut capitaliser pour se développer. Alors, il est évident qu'il faut le faire, c'est la planche suivante, dans le respect globalement des enjeux climatiques et environnementaux. Vous savez, ça a été dit aussi, que la mer absorbe 90% de notre chaleur émise, absorbe 50% du CO2 produit, mais produit aussi 50% de l'oxygène que nous respirons. Donc si on ne protège pas la mer, on ne pourra pas la valoriser. Donc il faut protéger la mer, protéger aussi la mer de ces déchets plastiques. On pourrait en parler longuement, il y a effectivement des stands sur le sujet ici. Protéger aussi le climat, parce que la mer finira par être agressive avec la montée effectivement du niveau de la mer. Mais globalement, la mer, il faut la protéger pour en faire une source de développement. On ne peut pas opposer protection de la mer et développement économique. L'un doit être compatible de l'autre, et l'autre doit être compatible de l'un. On ne pourrait pas effectivement se dire, on va protéger la mer et on met une clé, on ne va pas en mer. Parce qu'on a besoin de la mer pour nourrir, soigner les bientôt 10 milliards d'êtres humains. Donc il y a une économie globale qui est en train de s'amorcer, mais qu'il faut effectivement bien prendre en compte. On ne peut pas opposer protection de la mer et exploitation de la mer. Les deux sont intimement liés dans le cadre de nouveaux modèles économiques qui sont en train de se développer. Mais pour faire tout ça, comme je disais en introduction, et je développerai ce point et ça sera ma dernière partie, il faut s'organiser. C'est la planche suivante. Il faut s'organiser. Alors pour s'organiser, il y a eu des tentatives, il y a des discours politiques. Il y a eu un discours de Nicolas Sarkozy au Havre il y a quelques années. Il y a eu le discours de François Hollande lors des Assises de la mer en novembre 2016, dans lequel
il a fait un grand discours sur le maritime, annonçant la nécessité de doubler l'économie maritime. C'était déjà des chiffres que j'ai cités tout à l'heure. Aujourd'hui, sans effet sur les chiffres, mais avec quand même une amorce de décision qui est la création du comité France Maritime. Alors, qu'est-ce que le comité France Maritime? C'est une organisation que j'avais effectivement promue avec les quelques personnes sur lesquelles on travaille ce sujet, dont le président du cluster maritime, Frédéric Moncani, qui était là il y a quelques jours. C'est une organisation qui est publique-privée, qui est copilotée, coprésidée par le président du cluster maritime qui défend les intérêts privés, et copilotée par le secrétaire général de la mer qui dépend du Premier ministre. C'est l'équivalent un peu d'un secrétaire d'État qui coordonne les actions de l'État autour de la mer. Et cette instance, elle a pour objectif effectivement de commencer à travailler sur c'est quoi la vision, c'est quoi les méthodes. Mais ce n'est qu'un embryon qui est insuffisant pour effectivement passer vraiment à la multiplication par deux de l'économie maritime. Alors il y a eu effectivement ensuite l'année suivante, toujours aux assises de l'économie de la mer au Havre, le discours d'Édouard Philippe, qui a beaucoup parlé d'ailleurs de la stratégie portuaire, hein, qui a annoncé d'ailleurs qu'il créait effectivement des axes stratégiques et en demandant des études stratégiques sur l'axe Seine, Le Havre, Paris et l'axe Méditerranée. Les rapports commencent à sortir, mais on en est malheureusement au stade de rapport, même si quelques décisions commencent à être prises. Mais globalement, on n'est pas dans une situation aujourd'hui qui nous permette de dire on va enfin capter cette économie de la mer dans un mode économie durable. Donc pour faire ça, les préconisations sur lesquelles on travaille avec quelques personnes et sur lesquelles on essaie bien sûr de les porter au plus haut niveau de l'État, mais il faut commencer pour mettre en une stratégie, c'est comme quand on est en guerre, c'est quel est le but, quelle est la vision, quelles sont les finalités. C'est quoi les finalités de la France, de l'Europe, du monde? Bon, celle que je disais au début, c'est d'abord une finalité, faire de la mer l'atout indispensable pour permettre aux bientôt 10 milliards d'êtres humains de survivre. Et donc là, la France pourrait prendre, avec d'autres, un rôle d'un peu de leadership, d'autant plus que l'écologie n'est plus seulement un effet de mode, c'est une obligation maintenant, montrer qu'on doit tirer effectivement cette finalité maritime par une finalité universelle, sur laquelle la France, qui a créé les droits de l'homme, pourrait effectivement avoir un rôle clé. Mais c'est aussi une finalité économique. Et la France a besoin de créer des emplois, et non seulement en métropole, mais et principalement dans tous les territoires ultramarins, qui sont effectivement souvent dans des situations économiques difficiles, alors qu'on a des assets extraordinaire dans ces pays. La France est un pays mondialisé qui s'ignore. Hein. On a effectivement tous ces atouts géographiques. Et donc l'objectif, on doit pouvoir afficher des objectifs quantifiés, une vision effectivement de cette économie maritime, non seulement au service des côtes, mais au service de toute la France, y compris au centre de la France. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on avait fait une petite étude, quand on retire d'un supermarché de la Creuse, département du centre de la France, tout ce qui passe par la mer ou tout ce qui est lié à la mer, le supermarché est vide à 85%. Donc on a effectivement quelques éléments qui permettent d'expliquer que la mer, c'est important non seulement pour les pêcheurs, les vacanciers qui vont bientôt arriver dans la région, mais pour tout le monde, y compris pour l'agriculteur du centre de la France. Donc cette finalité, mais pour que ça soit efficace, moi j'appelle de mes voeux à ce qu'il y ait un discours au plus haut niveau de l'État. Alors il y a quelques signaux positifs qui laissent penser que notre président pourrait s'exprimer dans les prochains mois sur ce sujet. Sachez qu'un certain nombre de personnes y travaillent, mais ça semble un enjeu nécessaire, indispensable. C'est une condition, effectivement, pour avancer. Et puis, l'autre condition, c'est de s'organiser. C'est un domaine tellement transverse que si on ne met pas en place, dans le prolongement du comité France Maritime, une véritable task force nationale, publique-privée, parce qu'on n'est plus à l'époque de Colbert ou de la Datar où tout se décidait à Paris. Il est clair que les projets sont portés par les pouvoirs, par les intérêts économiques. Et on ne manque pas d'argent, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y a de l'argent, il y a des banques qui sont prêtes à prêter. Ce n'est pas un problème de budget, c'est un problème d'organisation. Et donc la réflexion à laquelle on est arrivé avec quelques personnes, c'est qu'il faut mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Et ce n'est pas énorme, hein. C'est quelques dizaines, voire un peu plus de personnes pluridisciplinaires qui ne sont pas là pour faire le travail à la place des acteurs économiques, mais qui sont là pour trois choses. C'est aider à écrire la vision portée par le plus haut niveau de l'État. Deuxièmement, une fois qu'on a la vision, aider à faire des feuilles de route. Ce qu'on appelle des feuilles de route, c'est on est en 2019, où veut-on être en 2025, 2030, 2040, et quel est le calendrier, ce qu'on appelle dans l'économie un planning. Un planning, on commence par une étape, on va vers une autre étape, et puis pour éviter les risques, on fait une analyse des risques. Bon, les risques de recours, par exemple, ça s'anticipe. On peut les provisionner, comme dans les grands contrats industriels que j'ai eu à gérer, on provisionnait les risques. C'est exactement la même méthode qu'il faut appliquer.
Et puis aussi, dernièrement, il faut aplanir tous les problèmes qui se posent aux acteurs économiques pour avancer dans leurs projets. Les problèmes juridiques, il y a beaucoup de problèmes juridiques en mer. Des problèmes de coordination entre les administrations, vous le savez bien, je pense, pour ceux qui ont une activité économique. Des problèmes de formation. On voit effectivement le début ici avec le forum des métiers, le campus de la mer, qui sont en train de se créer autour des métiers de la mer. Ce sont de très bonnes initiatives à renforcer. Donc on arrivera effectivement à passer à la vitesse supérieure que si effectivement on met en place effectivement cette vision qui pourrait peut-être se mettre, si il n'y a pas d'autre agenda politique dans les prochains mois, et des organisations de projets relativement limités, c'est des budgets relativement limités pour atteindre cet enjeu. Donc voilà effectivement ce que je voulais effectivement vous dire. Alors ça, je reviens un peu sur terre, ou plutôt sur mer, par rapport au discours précédent, mais on ne pourra effectivement transformer toutes les idées tout aussi géniales les unes les autres qu'on voit ici sur cette exposition que si enfin la France s'organise en essai de tyran nos amis européens, sachant que aujourd'hui on sait ce qui se passe en Europe. Il ne faut pas attendre d'avoir un accord d'organisation en Europe pour avancer. Il faut avancer et que ceux qui veulent nous rejoignent sur ces sujets-là. Donc voilà, effectivement, l'enjeu est extrêmement important. Mais si on ne bouge pas, on pourra faire ce genre d'exposition dans 10 ans, on en sera au même niveau et nos jeunes n'auront pas les emplois et le sens, la fierté de travailler sur ces métiers, d'être français en Europe, d'être français en Europe en alliance effectivement avec des partenaires chinois ou autres autour de ces sujets qui sont nécessaires pour l'avenir de l'humanité.